Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e cours déjà de technique esthétique du dessin en période de confinement. J'encourage les internautes qui nous rejoignent à regarder les vidéos précédentes. La semaine dernière, on a commencé un travail sur le lavis. On va rester au lavis voilà, sur quelques cours. Simplement, on s'est intéressé la semaine dernière à travailler le lavis par grands blocs et surtout à faire attention à ne pas faire de reprises. Aujourd'hui, on pousse un petit peu plus loin. On va travailler de manière un petit peu plus poussée. Il s'agit donc cette semaine de travailler le lavis et la hachure d'une manière à la fois vraiment dynamique et aussi de comprendre qu'on peut utiliser cette technique de manière très sage, très poussée et très classique. Donc avant de vous faire un tuto pour vous montrer comment on va travailler ce soir, je voudrais bien sûr comme d'habitude vous montrer des œuvres. Il est vraiment primordial de regarder du dessin quand on dessine. C'est comme si on faisait de la musique sans écouter de musique. C'est complètement contradictoire. Il faut vraiment forger votre œil, forger votre culture, comprendre les différents outils qui sont à votre disposition, comprendre ceux qui vous correspondent le mieux. Comprendre aussi que l'esthétique d'un dessin dépend aussi énormément de son temps de réalisation. Et donc là, justement, on va s'entraîner ce soir à faire des dessins à la fois rapides et un dessin en pause beaucoup plus longue pour que vous mettiez un peu à profit tout ce qu'on a pu apprendre ensemble. Et donc comme on va créer une scène un peu complexe avec des arrière-plans, je voudrais vous montrer qu'en fait, avec le travail de lavis, on peut monter les premiers plans et laisser les arrière-plans dans des premiers jus. Et donc je voudrais vous montrer comment on peut monter un dessin avec un jus, ou deux jus, ou trois jus, quatre jus, cinq jus, etc. Et comment on va venir rehausser, mais rehausser que les premiers plans ou que les parties qui nous intéressent. Le premier dessin que je voudrais vous montrer est un dessin de Rembrandt. Il y a beaucoup de dessins de Rembrandt ce soir et de Zuccaro. Donc dans ce dessin de Rembrandt, j'attire votre attention sur le fait que ce dessin n'a pas été construit au crayon au préalable. Voilà, il est vraiment construit à la plume de manière très dynamique et pas précise, et le lavis vient en grosses taches pour venir figurer très schématiquement des obscurités. Ce n'est donc pas nécessaire d'avoir un dessin extrêmement sage. Vous voyez que ce dessin est très dynamique et très sensible, très intéressant, et pour autant il n'est pas extrêmement précis. On a ici un dessin de Saskia avec son bébé. Et là encore, vous voyez que cette construction est très dynamique. Elle a été faite directement à la plume. C'était vraiment ce que préférait Rembrandt. On trouve rarement des dessins très sages construits au préalable au crayon. Donc, il privilégie vraiment une construction dynamique. Et le lavis vient en deuxième temps, en fait, supporter le travail qui a été fait à la plume. Là encore, vous avez des petites études d'enfants par Rembrandt avec le même principe, une construction très dynamique à la plume et un lavis qui vient en deuxième temps. Et donc, n'ayez absolument pas peur des ratures, des coulures, des taches, d'un travail un petit peu violent, un petit peu dynamique. C'est ce qui fait aussi la force de ce dessin vraiment. Voilà, les dessins que je viens de vous montrer de Rembrandt sont en général réalisés de la manière suivante. Un travail très dynamique à la plume, avec déjà de la hachure et un passage de lavis pour renforcer ce dessin. Je voudrais vous montrer aussi un dessin de Luca Cambiasi, où là, ça peut être intéressant donc pour les arrière-plans. On a un seul lavis uniquement, une découpe vraiment en deux valeurs, et on a simplement un contour qui est fait à la plume, un contour qui est très dynamique là aussi. Et vous voyez bien, vous vous doutez bien que ça n'a pas été construit au crayon au préalable. Sinon, on sentirait une plume vraiment moins dynamique, moins excité. On sentirait sinon un travail de plume plus sage. Alors maintenant je vais vous montrer des dessins qui ont été faits en deux passages de lavis et toujours bien sûr à la hachure. Mais là encore chez Rembrandt, c'est d'abord construit à la plume et c'est ensuite supporté par le lavis. Donc je vous ferai un tuto tout à l'heure en vous montrant les deux méthodes. D'abord une construction à la plume très dynamique et un lavis qui vient supporter tout ça. Et un autre travail où je vais monter progressivement les lavis et terminer avec un travail de hachure. En tout cas là encore vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un dessin qui est très précis et que le dynamisme est privilégié. Ce dessin-là est très intéressant, toujours de Rembrandt, puisque vous voyez qu'on a une sorte de contradiction esthétique entre ce premier plan qui est fait au pinceau de manière assez grossière et la femme à l'arrière-plan qui est détaillée bien davantage avec ce travail de hachure. Et vous voyez que ça n'entache absolument pas le dessin, qui est magnifique d'atmosphère et d'ambiance. Donc, acceptez les accidents aussi et acceptez une certaine spontanéité. Soyez pas trop craintifs d'être dans un dessin trop sage. Surtout que le lavis, voilà, ça peut nous faire des taches, la plume peut sauter, on peut percer son papier, ça peut baver, voilà. Donc vraiment, il faut vraiment se détendre sur l'idée d'un dessin trop sage.
On a encore ici un dessin de Saskia par Rembrandt en 2 passages de la vie et avec une plume un peu plus épaisse. Alors soit le dessin est tout petit, je n'ai pas d'informations, ce qui expliquerait qu'on a un trait de contour assez épais, soit il a utilisé une plume ou voire même un pinceau pour hachurer, c'est plutôt une plume quand même. Voilà, un magnifique dessin encore de Saskia par Rembrandt avec 2 passages de la vie et vous voyez un travail vraiment de la vie qui vient plonger les zones et qui est absolument pas précis. Et évidemment, il y a plutôt un seul passage de hachure directionnelle sur ce dessin. Voilà, on a ici un dessin de Federico Zuccaro qui est beaucoup plus détaillé quand même. On voit bien qu'il a été très attentif au placement de ces taches de la vie, notamment pour figurer l'armure. Et donc ici, on a 2 passages de la vie et un travail à la plume qui est essentiellement dans les contours et dans les réaux, mais on sent quand même plutôt un dessin qui a été construit au crayon au préalable, au moins rapidement. Encore un très beau dessin de Federico Zuccaro, et là aussi il a été construit à la plume avant d'être plongé dans un travail de la vie. On sent vraiment une plume très dynamique, très écorchée, comme ça, très griffonnée, avec des taches, des petites bavures, beaucoup de lignes de construction. Donc ne pas sous-estimer la vitalité que ça peut donner à un dessin. Et il s'agit d'une étude pour la Vierge à l'enfant avec Saint Joseph. Voilà, là on a maintenant un dessin beaucoup plus sage de Pontormo. Je ne sais pas si vous connaissez les dessins de Pontormo, mais c'est absolument sublime. Donc on a ici un travail en 3 passages de la vie. On voit bien le premier passage par exemple dans l'épaule à gauche, le deuxième passage plutôt au niveau du pectoral et le 3e passage au niveau du tissu à droite ou des obscurités les plus fortes du tissu. Et au lieu de venir rehausser à la plume, Pontormo est venu rehausser à la pierre noire ou avec un crayon fusain extrêmement bien taillé. Donc vous voyez que ces 2 esthétiques peuvent aussi tout à fait se mêler. Elles sont moins évidentes, mais c'est intéressant et ça vient un peu donner 2 couleurs au dessin. Donc voilà, ça apporte quelque chose de doux aussi. Moi, je vous conseille plutôt pas de faire ça parce que il y a quand même une différence d'écriture entre un lavis brun d'un côté et un crayon noir de l'autre. Donc je trouve que c'est plus difficile d'avoir un dessin cohérent en utilisant 2 outils très différents. Mais en tout cas, vous voyez bien que c'est totalement faisable. On a encore ici un dessin de Zuccaro en 3 passages et hachures. Là, vraisemblablement, il a été construit au crayon au préalable. On le sent parce que les contours sont beaucoup plus sages. Et aussi, au vu de la scène qui est très complexe, il a eu besoin de débroussailler un peu le chemin avant d'attaquer directement à la plume. On voit bien qu'on a un seul passage dans les arrière-plans et qu'on monte 2 ou 3 passages dans les premiers plans. Il y a ici aussi un réau de blanc en peinture, mais nous, on ne fait pas ça ce soir. Un dessin de Rembrandt en 3 passages plus hachures. Il est intéressant ce dessin puisque les personnages sont laissés... les personnages sont très peu travaillés au lavis. Ils sont laissés comme ça, un peu comme des gros blancs de blanc au premier plan. Ça peut vous faire penser à ce qu'on a fait bien sûr la semaine dernière. À savoir que pour donner vraiment le focus dans le dessin, on peut aussi composer par des grands blocs de valeur. Et donc c'est exactement ce qu'a fait Rembrandt ici. Ce qui ne serait pas très logique, parce qu'avec un arrière-plan aussi sombre, ce serait pas très réaliste, dans le sens où avec un arrière-plan aussi sombre, les personnages normalement devraient prendre beaucoup plus de contraste. Donc est-ce que c'est parce que le dessin est inachevé ou est-ce que c'est parce qu'il a voulu vraiment mettre le focus sur ces blocs de personnages? Voilà, on ne sait pas. En tout cas, ça fonctionne très bien. Le dessin n'a pas non plus besoin d'être parfaitement réaliste. En termes de luminosité, j'entends. Et puis en termes d'autres choses d'ailleurs. Voilà, vous avez ici un autre très beau dessin de Ubaldo Gandolfi, oui, Gandolfi comme Gandalf. Donc c'est un dessinateur italien du XVIIIe siècle. Et là, vous voyez qu'il y a 3 passages de lavis, mais il n'y a absolument pas de travail de hachure. Voilà, donc on n'est pas non plus obligé d'hachurer le lavis. Ça fonctionne aussi comme une peinture, où on peut très bien laisser les masses parler sans avoir besoin de les rehausser. Il y a juste un léger trait de contour qui lui aussi est assez dynamique. Il est probable qu'il ait d'abord construit au crayon, puis qu'il ait monté ses lavis, puis qu'il soit venu rehausser à la plume dans les contours, en veillant à rester dynamique, malgré le fait qu'il aurait pu être très sage. Il a voulu rester dynamique dans ses contours de plume. Là, vous avez un dessin de Francisco Herrera, qui lui n'est pas rehaussé à la plume et qui est uniquement monté en strates de lavis non dégradé. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Ça peut aussi être une bonne manière, par exemple, d'avoir un deuxième plan en 3 passages de lavis et un premier plan en 3 passages de lavis plus réhaut de hachure. Ça permet de donner de la précision au second plan sans qu'il ait autant d'importance que le premier. Un autre dessin exactement avec la même technique de Fragonard, un dessin en 4 voire même 5 passages de lavis, extrêmement précis.
Et évidemment, les premiers lavis sont très légers, à peine différents du blanc, pour que tout ça puisse venir se sculpter très progressivement. Voilà, et nous ce soir on va travailler de deux manières différentes. On va d'abord travailler d'après les glaneuses de Millet, et on va essayer d'en faire une interprétation vraiment extrêmement dynamique. On va pas construire au crayon, on va tout de suite construire à la plume, et donc accepter toutes les lignes de construction, toutes les lignes de repentir, toutes les lignes de mouvement, et vraiment accepter et assumer le fait qu'elles fassent partie prenante de l'esthétique du dessin. Et une fois qu'on aura construit à la plume, on viendra supporter ce dessin avec 1, 2 ou 3 passages de la vie. Et ensuite, on travaillera de manière extrêmement différente, j'espère qu'on aura le temps. On travaillera d'après la moisson de Bougreau, et on viendra là, pour le coup, prendre le temps de très bien construire son dessin et monter les lavis un par un de manière vraiment très sage et très délicate pour terminer par un travail à la plume. Et vous verrez que l'esthétique s'en ressent énormément. Vous pourrez ensuite évidemment diagnostiquer ce qui vous a le plus plu, le dessin dans lequel vous êtes le plus vous-même, ce qui vous correspond le mieux. Et on y va donc pour ce premier exercice. Donc il s'agit de réinterpréter, de s'approprier les glaneuses de Millet avec un coup de crayon vraiment très dynamique. Évidemment, ça ne nous empêche pas de construire. Vous connaissez les outils de construction, on en a déjà parlé 1000 fois en cours, de percevoir des grands axes, des grandes formes géométriques, de chercher d'abord les grandes formes puis les sous-formes et de bien vérifier notre construction par le vide et par le polygone d'enveloppe. Donc polygone d'enveloppe, ce serait d'imaginer le rapport entre la main et le bas de la jupe, le rapport entre le pied du personnage de droite et le bas de la jupe, la tête du personnage de droite et le haut des fesses du personnage central, etc., etc. Donc en tout cas, voilà, on construit, et là, il nous faut une encre sombre. Si vous travaillez à l'encre de Chine et au lavis d'encre de Chine, vous pouvez tout simplement utiliser de l'encre pure ou alors de l'encre très sombre, c'est-à-dire délayé avec un peu d'eau. Mais si vous travaillez au café, il va falloir que vous fassiez infuser votre café vraiment longtemps. Moi, j'ai mis du temps avant d'avoir un café qui me permette de faire voilà des lignes vraiment très sombres. Donc n'hésitez pas à refiltrer votre café pour avoir une valeur sombre. Donc on construit vraiment de manière dynamique, sans avoir peur des lignes parasites, sans avoir peur des lignes fausses, des repentirs. C'est ce qui va faire aussi le charme du dessin, cette vigueur dans le trait. On n'est pas non plus dans une recherche de construction parfaite, on est dans une recherche disons, on cherche les attitudes et l'énergie des personnages. On n'est pas du tout dans une copie parfaite, c'est pas du tout l'objectif. Une fois qu'on a monté cette construction, on va commencer à placer un premier lavis, et donc notamment à l'arrière-plan pour venir dire les lointains, et on va venir obscurcir tout ce qui n'est pas parfaitement blanc dans les 3 personnages. Quand ce premier lavis est monté, je monte un deuxième lavis. Donc là, en fonction de votre papier, il faut plus ou moins attendre qu'il ait séché, sinon ça peut faire des auréoles, ou ça peut éventuellement faire énormément gondoler le papier. Là, moi, je travaille sur un papier, j'avais même plus de papier à dessin, en fait. Donc, je travaille sur un papier carton d'un ancien album photo, c'est pour vous dire. C'est vraiment pas du papier à dessin. Et autant pour ce travail-là, ça ne me dérange pas trop, autant pour le prochain un peu plus sage, ça va me compliquer un petit peu la vie. Et donc, au-dessus de ce deuxième passage de la vie, je viens ensuite mettre une hachure que je ne veux pas extrêmement délicate. Voilà, je la veux là aussi vigoureuse, je la veux vigoureuse, dynamique. Je veux qu'elle donne du mouvement et qu'elle vienne noircir des zones, mais j'ai pas besoin de quelque chose de très sage.
Et on part pour ce deuxième exercice qui a donc absolument rien à voir en termes d'esthétique, puisque là, on s'efforce de construire de manière vraiment la plus précise possible ce dessin, cette peinture. Donc, on y va très 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 légèrement. On construit avec la même méthode, hein, sauf que cette fois, on va pouvoir gommer nos lignes de construction et toutes nos lignes un petit peu parasites. Donc, on prend vraiment notre temps pour construire très légèrement. Et puis, on va monter les lavis progressivement, vraiment en faisant notre mise au point, hein, en libérant d'abord les lumières, puis en libérant les valeurs très claires, et en montant comme ça les lavis de plus en plus sombres, et en finissant par un travail de réo à la hachure. N'hésitez pas, si vous voulez, à vous passer le document d'origine en niveau de gris, si ça peut vous aider, parce que la couleur peut être un peu perturbante. En même temps, c'est aussi l'exercice qu'on fait face à la réalité, hein, de percevoir la valeur des couleurs. Mais notamment le rouge, en fait, est extrêmement lumineux, et peut donner la sensation d'être clair, alors qu'en fait c'est une valeur extrêmement sombre. Le papier sur lequel je travaille est donc vraiment pas du tout fait pour, ce qui fait que notamment au niveau des nuages et dans les montagnes, ça m'a fait des taches quand même assez marquées. Si vous avez un problème de papier comme ça, en fait, il faut l'assumer jusqu'au bout et continuer à travailler comme si de rien n'était. Le dessin prendra son sens puisque de toute façon, il sera entièrement régi par ces taches et par ces auréoles. Donc n'ayez pas peur, c'est pas grave. S'il y a une cohérence, c'est ça qui compte, hein, c'est la cohérence de l'ensemble, vraiment.
Voilà, j'espère que ces petites démos vous ont plu. J'ai le plaisir donc de retrouver mes élèves sur le groupe WhatsApp tout à l'heure. Et pour les autres internautes, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain cours de technique esthétique du dessin. On restera la semaine prochaine sur cette technique, mais cette fois, on inclura aussi un travail au crayon blanc ou à la gouache blanche pour venir donner les lumières. À la semaine prochaine et bon confinement!